Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans quelque chose. Donc, je dis aujourd'hui, c'est notre période actuelle, c'est-à-dire mi-juillet. Mais en gros, mi-juillet, voilà, on est rentré dans le dur depuis cette fameuse annonce ridicule, pitoyable, très mal jouée, visible à des kilomètres. Enfin, le mauvais jeu d'acteur et la mise en scène, elle est tellement visible que s'il y avait des Vénusiens ou des Martiens, ils l'auraient vu depuis leur planète et ils se foutraient de notre gueule. Évidemment, c'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, voilà, ils seraient vraiment en train de s'envoyer des lol par SMS interposés à travers la galaxie. Et nous, on serait comme des cons en train de se dire, ah, mais même on est des blaireaux intergalactiques tellement on est cons, dirigés par des cons. Voilà, déjà, ça commence, déjà, voilà, on sait où on en est. Donc, depuis cette époque-là, en France, hein, je parle vraiment que de la France, je m'étale pas sur cette escroquerie de dirigeants planétaires. On a vraiment quand même, il y a un cap qui a été franchi. Voilà. Ceux qui étaient encore en train de dormir, je pense que le réveil a été brutal. Et ceux qui n'ont pas été réveillés, bah, je crois qu'ils sont décédés intellectuellement. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Eux, c'est une question de temps avant qu'ils soient engloutis par les flots de la dictature qui s'est mise en place. Et le moment où ils vont se réveiller de leur mort cérébrale, ce sera trop tard en fait. Voilà, ils seront vraiment 6 pieds sous terre, quoi. Ce sera trop tard vraiment dans les deux sens du terme. Donc je pense que là, il n'y a plus besoin de faire de dessin, il n'y a plus besoin d'en rajouter. On a compris qu'on a des ennemis. Nos ennemis, c'est notre gouvernement, nos dirigeants. Enfin, quand je dis nos dirigeants, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Ils nous dirigent de force et on les subit. Et c'est pas parce qu'il y a une poignée d'abrutis qui a voté pour eux les dernières élections présidentielles, régionales, etc., mais surtout présidentielles. Ça justifie en rien leur pouvoir en réalité. C'est juste un détournement de pouvoir. Ils ont réussi à détourner et à corrompre les élections parce qu'ils les ont façonnés de sorte à ce que ce ne sont que des escrocs qui arrivent à remporter ces élections. Et c'est pour ça que c'est une mascarade l'élection présidentielle en France. Et je pense qu'en cherchant bien, c'est partout pareil en fait. C'est pas je pense, j'en suis certain. Il faut juste se renseigner comment fonctionnent les élections présidentielles dans différents pays. Vous décortiquez un peu la mécanique et vous allez comprendre c'est juste des carottages internationaux. Il y a pas d'élection en réalité qui soit vraiment honnête. Sinon, ça serait interdit, c'est tout. Si vraiment il y avait des représentants du peuple qui étaient vraiment, on avait la possibilité de les désigner pour qu'ils nous dirigent ensuite justement, bah, ils peuvent pas se permettre ça, évidemment. S'il y a que les mafieux, les grands ennemis de la population qui peuvent mettre en place ce genre de système pour avoir une pérennité dans leur dictature et dans leur escroquerie, tout simplement. Ils ont mis une pièce dans la machine et ils rejouent, ils rejouent. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à maintenir leur pouvoir et leur vol de grande ampleur, parce que c'est des voleurs, hein. Faut pas l'oublier avant tout, c'est des grands voleurs, et ils servent à un plan qui les dépasse, en fait. Mais ceux qui dirigent le plan en back-office, ils ont besoin d'avoir des politiciens véreux, etc. Ils ont besoin d'avoir une escroquerie pour manipuler les foules. Sans ça, ça tomberait en fait. Mais c'est pour ça que cette structure tient la route. Et elle est maintenue vraiment artificiellement depuis longtemps en place. Et en France, on n'y échappe pas. Donc vous avez compris que les gens qui se disent de l'exécutif, ceux qui dirigent ce pays depuis quelque temps, sont clairement nos ennemis. Ils nous veulent du mal. Je pense que ça serait vraiment temps, encore vraiment, je le répète, de le comprendre. Quand on a compris ça, on peut avancer ensuite logiquement pour savoir quoi faire. Il n'y a pas 50 solutions en fait, hein. Le principe, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors dans les grandes lignes, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est-à-dire qu'il vous impose quelque chose d'immoral, d'illégal, vous ne l'appliquez pas. Et sachant qu'ils fonctionnent par décret, ces gens-là. Ils n'ont aucune loi, c'est juste des directives qu'ils pondent comme ça entre eux, en faisant croire que c'est des lois validées et donc applicables, alors que ce n'est pas absolument pas le cas. Tout ce qu'ils ont annoncé depuis le 12 juillet et tout ce qui arrive après depuis, totalement mensonger, ça n'a aucune base légale, c'est juste des mots. Et avec la prestance, la fonction, c'est-à-dire un président, un ministre qui vous parle, ça fait son petit effet. Et les gens pensent que, et puis avec la propagande du télévisuel journalistique, ça passe, ça donne une crédibilité qui fait qu'à la fin, les gens pensent que c'est la vérité et ils l'appliquent tout de suite, ces fausses directives. Tout ce qu'ils ont annoncé, ça n'a aucune base légale. Ce ne sont que des mots, c'est des souhaits. C'est comme une liste au Père Noël. J'aimerais avoir une télévision, j'aimerais avoir 1 million d'euros, j'aimerais avoir ceci, cela. Ça ne prend pas la réalité, c'est des mots. Comme moi, je peux dire ce que je veux. À partir de demain, il va falloir me donner 500 000 euros si vous voulez boire un café. Voilà, c'est la loi. Sans ça, on vous met une amende de 500 000 euros. Et puis voilà. Et puis 6 mois d'emprisonnement. C'est des mots. Alors la différence avec moi et eux, c'est que eux, ils ont la police derrière, ils ont l'institution qui les suit, puisqu'ils la commandent. Voilà, la différence, elle est là. Elle est énorme, évidemment, mais elle est là.
Sinon, ils auraient aucune crédibilité. En fait, Castex, Caslatex ou Véreux, le variant du mensonge, ces deux-là, si vous enlevez le côté police, institution qu'ils dirigent, vous enlevez ça, ça reste que deux blaireaux qui parlent, dans un bistrot qui parlent, et tout le monde se fout de leur gueule. Ils ont de la mort au coin du nez, ils ont du caca qui collé au cucu, clairement, hein, et on les prend pour des pauvres débiles. Ils nous font de la peine, et de temps en temps, il y en a un qui leur paye un coup à boire pour qu'ils continuent à raconter leur ânerie, qu'ils se foutent de leur gueule, en fait, c'est tout. C'est deux polchetrons, deux baltringues, deux petites tepus, voilà. Je suis, alors, pour ceux qui me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent et qui s'étonnent parfois que j'utilise ce genre de langage, tepu, petite tepu, mange-boule, etc. Parce que, en fait, alors c'est ordurier, c'est grossier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en réalité, c'est les seuls mots que je peux utiliser pour ces gens-là. Et on peut dire vendu, on peut dire traite, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est parti au-delà de ça, parce qu'ils font du zèle, et ils sont en roue libre, ils nous respectent plus, ils nous insultent dans leur comportement, dans leurs mots, dans leurs propos, dans leur attitude, toute la journée, matin, midi et soir, et on les paye pour ça. Alors à un moment donné, c'est même plus de la traîtrise qu'ils mettent en place, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est du bénévolat presque, et ils s'offrent à ceux qui les emploient, leurs employeurs, ils s'offrent à eux. À la fin, je vois que le rapport sexuel par humiliation qu'ils subissent par rapport à ceux qui les dirigent. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'est des petites prostituées. Comme Macron l'a expliqué suffisamment clairement dans ses différents propos interviews, vous pouvez les retrouver. Hein, c'est pas, il a expliqué que c'était une petite pute en fait. Je suis une prostituée, il a dit voilà, mais c'est une pute, une tepu. Donc moi je rajoute le qualitif petit parce que c'est encore plus bas qu'une prostituée. Tellement ils sont allés bas, ils ont innové dans le principe de la prostitution, ils sont allés au-delà de tout ce qui pouvait être fait. C'est des innovateurs, mais ils sont champions là-dedans. Et ils le font de bon cœur. Ils en redemandent. C'est vous dire le genre de servile que c'est, ce genre de personnes exécrables qu'ils sont. Et tous ces exécutifs, au niveau qualité humaine et morale, ils sont tous du même acabit. C'est-à-dire, eux, ils se ressemblent, c'est des clones en fait. Il n'y en a pas un qui est un peu mieux que les autres, qui est un peu moins soumis, qui fait moins de zèle que les... Non, ils sont tous pareils. Voire même, ils font de la surenchère. C'est ça qui est formidable. Et on est dirigé par ce genre de petites crevures, quoi, de petites merdes nauséabondes. En temps normal, sincèrement, c'est ce que vous faites quand vous allez aux toilettes. Vous tirez la chasse d'eau, puis ça part. Non, là, on les a à la tête d'institutions, à la tête de la nation. Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, parce que je ne parle pas de Moussa Darmanin, Moussa la turlute, celui qui demande aux femmes pour les arranger, il leur demande des petites faveurs, il demande des fellations. Et il s'occupe de protéger les femmes, évidemment, puisque depuis quelque temps, vous savez qu'on est on a mis en avant la cause de la femme, le féminicide, etc., MeToo et compagnie, enfin, les grandes belles paroles, alors que les femmes, elles se font tabasser et fracasser depuis des décennies. Mais depuis 3 ans, il y a le mouvement MeToo, 4 ans, je ne sais plus combien d'années. Et subitement, ils se sont trouvés. Ils ont commencé à respecter la femme alors qu'ils l'ont mise à poil partout. Ils la violent tout le temps, à tous les niveaux. Hein. Ils la prostituent, en pornographie, c'est monumental. Ils ont déglingué des centaines de millions de personnes en faisant croire que la femme c'était un être en chaleur qui pensait qu'au sexe. C'est ça, la femme occidentale, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendue. Et ils l'ont vendue dans le monde entier, hein. Attention. Hein. Et malheur à elle si elle veut pas rentrer dans ces codes-là. Malheur à elle si, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu là. Je crois que c'était hier avant-hier. C'est pas important, hein, mais c'est une équipe de beach volley, non, de handball beach ou beach handball, c'est du handball sur sable, je savais sur plage. Je savais pas que ça existait. Bref, l'équipe de Norvège, c'est pas l'équipe d'Arabie Saoudite ou de Syrie ou d'Algérie, non, l'équipe de Norvège. Donc tout ce que vous pouvez imaginer comme occidental. Elles ont refusé de porter un bikini, c'est la norme dans le handball sur plage, de porter un bikini. Elles ont mis un short. Donc elles étaient 6 ou 7, je sais plus combien. Elles ont toutes eu 500 euros ou 1 500 € d'amende pour avoir transgressé cette règle de montrer ses fesses, en fait. Voilà. Elles ont dit non, nous on va jouer avec un short, on ne va pas montrer nos fesses. Voilà. Et ben, ils leur ont dit 1 500 €. Blasphème à la modernité occidentale MeToo, qui protège la femme. Ben voilà, 1 500 € d'amende. Il faut qu'on voit leurs fesses, en fait. C'est ça le projet de l'homme occidental. Je dis homme en général, je précise pas, je dis pas le monsieur lambda. C'est l'idée qu'on nous a mise hein, dans la tête des hommes occidentaux, c'est de voir toutes les formes, et puis des femmes, hein, les regarder, etc. Et celui qui dirait le contraire, que ce soit un homme ou une femme, c'est un rétrograde, et il faut c'est vraiment le châtier parce qu'il remet en cause nos valeurs occidentales, et c'est un obscurantiste. Voilà. C'est vrai que voir les fesses d'une femme à poil et ensuite se dire bah on pourrait bien la tripoter et pourquoi elle parlerait et puis c'est pas gênant en fait, c'est un bout de chair. Donc c'est ça le respect de l'égalité homme-femme. Voilà, l'égalité homme-femme, c'est cette égalité-là qu'on nous parle. Donc ils nous ont déglingué tout le monde et ensuite ils viennent vous parler avec des valeurs, vous savez, ils ont des valeurs. Et ils nous mettent un mec, donc pour défendre les femmes, un mec comme Turlutman, Moussa Darmanin. Moussa Darmanin, c'est son deuxième prénom. Il s'appelle Gérald, mais son deuxième prénom c'est Moussa, hein, faut pas l'oublier. Faut toujours rappeler
qui sont ces gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent, des gens illégitimes, totalement illégitimes, dans leur comportement, dans leur carrière, d'où ils viennent, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils représentent en fait. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure, il a quand même des poursuites, il est accusé de viol. Et il a donc déjà reconnu, comment on appelle ça, il a accordé des faveurs sexuelles, il a accordé des avantages contre des faveurs sexuelles. Alors, imaginez la moralité du gars. Donc ça, il l'a reconnu. Ensuite, il est accusé de viol. Ça n'a pas encore été jugé, donc on ne peut pas se prononcer. Mais il est quand même accusé de viol. La moindre des choses, c'est de démissionner. Puis après, si jamais vous êtes blanchi, si c'est prouvé que c'est faux, etc., bah, vous reviendrez, si tout va bien, si vous êtes quelqu'un d'honnête. Sauf que ce ne sont pas des gens honnêtes, c'est ça le problème. C'est que quoi qu'il arrive, les accusations, souvent, elles sont fondées, souvent. Et même s'ils sont, et les gars, à la fin, ils sont jugés, ils sont blanchis, souvent, vous savez que les réseaux maçonniques, etc., qui sont en place et qui gangrènent les sociétés occidentales, mais pas que. Mais l'Occident, c'est rempli de francs-macs. Bah voilà, vous savez qu'à la fin, même un violeur, bah, il peut être blanchi et il a rien fait. Et il n'a pas mis sa bistouquette où il fallait pas, de force. Et évidemment, c'est une vue de l'esprit de la personne en face. C'est toujours une vue de l'esprit. Elle était dans un fantasme, peut-être qu'elle flashait sur le ministre, et elle a imaginé tout ça. Voilà. Elle est folle, c'est une complotiste du sexe. Peut-être, je sais pas, hein. C'est comme ça qu'on voit les choses. Ou mieux, il y a non-lieu, il n'y a pas eu lieu. Mieux encore, vice de forme. Vice de forme, ça veut dire que on pouvait prouver que c'était arrivé, mais à cause de quelque chose d'administratif, un document qui n'a pas été fourni, etc., vice de forme, la condamnation, elle peut ne pas avoir lieu. Même si c'était prouvé que le gars, un document qui est envoyé avec 6 heures de retard, une demi-heure de retard, il y a un délai, vous savez, pour déposer, etc., ben ça s'appelle vice de forme, et c'est pas recevable, les preuves sont pas recevables, etc. Alors je rentre pas dans les détails, je suis pas à caler, mais vous avez ce genre d'artifice qui permet à la fin de faire annuler quelqu'un qui était coupable, annuler de sa sanction de prison, etc. Voilà, c'est la justice occidentale. Vice de forme, comment on appelle ça, non-lieu, ça c'est magnifique. Surtout pour les affaires de meurtre, de viol, d'agression. Quand on vous dit que c'est non-lieu, je crois qu'il n'y a pas plus violent que ça. En fait, c'est une deuxième agression. Il y a quelqu'un qui est mort, on l'a tué dessus, puis à la fin, parce qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, on sait qu'il y a le mec qui a tué quelqu'un, mais à la fin on vous dit, bah ouais, mais bon, c'est pas trop. Donc dans ce cas-là, non-lieu. Voilà, allez-vous comprendre la traduction, ce que ça veut dire non-lieu. C'est-à-dire que la personne qui est morte, bah, ça n'a pas lieu, sa mort, donc elle va ressusciter. Ressusciter, non. Moi, c'est ce que j'attends quand on me dit un non-lieu. Allez, il ressuscite. La victime, le viol, il s'annule. C'est-à-dire qu'on remonte à l'envers, on fait comme Superman dans son film, quand il remonte, il va autour de la Terre et puis il tourne dans l'autre sens pour la faire tourner, repartir dans l'autre sens et faire remonter le temps. Je veux que ce soit ça, moi. Un non-lieu, je veux voir Superman faire tourner la Terre dans l'autre sens et faire remonter, faire revivre les morts et annuler les crimes et les violences et les blessures, et etc. Et que le tout redevienne comme avant le fameux crime, puisqu'il n'a pas eu lieu. Alors ils vont nous dire non, mais c'est pas ça, faut pas prendre ça au prix de la lettre. Non-lieu, ça veut dire que on peut pas, en l'état, à cause du manque de documents, etc., juger qui a fait le mal ou pas. Donc dans ce cas de figure, on est dans un blocage et on utilise un terme qui veut dire non-lieu. On peut pas justifier, c'est tout. On peut pas juger. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. En gros, c'est ce qu'ils vous diront. Je ne sais pas. Mais voilà, techniquement, ça veut dire non-lieu. Les mots, ils ont un sens. Après, ils peuvent les tourner comme ils veulent, hein. Vous savez, ils font une guerre des mots depuis toujours. Donc ils peuvent vous arriver jusque-là. Et c'est ce qu'ils font régulièrement. Et vous avez cette carotte et vous avez la meilleure. Mais ça, c'est la justice occidentale, hein. Le délai de prescription, pareil, un meurtre, un viol, une agression, peu importe, pas tout, mais beaucoup de choses, il y a le délai de prescription 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, ça dépend des crimes, etc. Parce qu'il y a une hiérarchie de crimes aussi, hein. En fonction du crime, vous n'avez pas le même barème, vous n'avez pas les mêmes sanctions. Vous êtes une même crapule, mais vous avez en fonction de ce que vous allez faire comme crapulerie, vous n'aurez pas la même sanction. C'est génial, c'est magnifique. Donc parfois, au bout de 15 ans ou 20 ans, vous ne pouvez plus déposer plainte pour un crime qui a eu lieu, parce qu'on estime qu'avec le temps, le crime s'efface. Pareil, le mort, il a disparu. Il est ressuscité. Si quelqu'un vous blesse gravement et vous fait perdre un œil, par exemple, bah, vous recouvrez la vue de votre œil. Il redevient normal, il refonctionne. Je sais pas. Si on vous fracasse la gueule et puis que vous êtes estropié, moelle épinière défectueuse, ou vous êtes en légume en fauteuil roulant, bah, le fait de délai de prescription annule cette agression, puisqu'on ne peut plus la juger pour X raisons, ce qui fait qu'à la fin, votre handicap disparaît. Non, c'est pas ça. Ouais, non. Mais c'est la justice occidentale. Voilà, il y a l'immunité parlementaire, par exemple, là, c'est encore une autre carotte. J'en ai parlé dans différents articles, et en particulier, j'en parle brièvement dans mon dernier ouvrage. Même la liberté d'expression, on vous laisse vous exprimer, mais on fait en sorte que vous n'ayez pas les moyens de vous exprimer. On vous coupe l'herbe sous les pieds pour que vous puissiez pas diffuser votre info. C'est magnifique, hein. Ou on vous limite, c'est-à-dire que si vous, sur les plateformes qui sont disponibles pour vous exprimer, comme celles que j'utilise aujourd'hui, YouTube ou autres, hein, Twitch, Dailymotion, Facebook, j'en passe, et des vertes et des pas mûres, comme dirait l'autre. Vous avez la censure qui sévit. En fonction des thématiques que vous abordez, votre vidéo, elle dégage. Voilà.
C'est comme ça. Ça, avec l'accord, évidemment, entre ceux qui fournissent les plateformes de vidéo et les réseaux sociaux, et les dirigeants des pays occidentaux, évidemment, qui sont de cul et chemise. Et eux se mettent d'accord pour vous couper le micro, quoi. Donc vous vous dites, bah, on a le droit de parler, mais on va vous empêcher. En fait, on fait en sorte que votre voix ne soit pas audible. C'est magnifique, hein. Allez demander un droit de réponse dans un journal si on parle d'un sujet, on diffame quelqu'un ou une personne, que vous êtes cette personne. Et, souvent, on vous refuse ce droit de réponse parce que on n'est pas là pour vous faire parler. On est là pour donner un point de vue, celui des dirigeants qui doivent vous emmener là où ils veulent vous emmener. Et toute voix discordante, dissidente, elle est dégagée d'une manière ou d'une autre. Alors, toujours pareil, on va pas vous attraper, vous mettre une cagoule, vous emmener dans une cave et vous matraquer la gueule pour vous dire d'arrêter de parler. Non. On va couper ça proprement. Tous les accès à la tribune, ils vous sont retirés, interdits, par pression, par problème de ceci. Ce n'est pas notre ligne éditoriale, etc., etc. Ça a toujours été comme ça. Et c'est pas que maintenant, ça existait dans le domaine artistique, en particulier cinématographique et télévisuel. On a toujours fait en sorte que les sujets qui étaient traités, qui étaient financés, donc qui arrivaient au final à la télévision ou sur grand écran, ils étaient filtrés, refiltrés, défiltrés, tout ce que vous voulez, pour qu'à la fin, on a toujours le même discours. Voilà, toujours orienté. Il y a des sujets qui ne seront jamais traités, qui ne seront jamais financés. Sauf avec vos propres deniers. Et si vous le faites, vous toucherez très peu de public, puisque évidemment, si vous voulez être connu, votre sujet doit être connu, doit passer à la télévision et en salle. S'il sort sur Internet, sur une plateforme YouTube, d'ailleurs, laquelle une plateforme YouTube, qu'est-ce que je raconte, une plateforme Internet, vous allez toucher personne. Voilà, c'est pas compliqué. 5000, 2000, 3000 personnes, même pas si vous les faites. Tandis que vous passez à la télévision, au cinéma, vous êtes diffusé en DVD, etc., vous êtes vendu à la Fnac, Amazon, etc., bah là, vous avez touché du monde et votre message est audible. Mais ça marche pas, ça. Vous ne verrez jamais des vrais discours, des vrais films, des vrais sujets comme ça, des vrais documentaires et reportages qui vont loin et qui détaillent les choses. Vraiment, vous n'aurez jamais ce cas de figure. Vous aurez tout, tout est écrémé, tout est calibré pour que ça rentre dans le cahier des charges de ceux qui édictent ces charges, juste ces cahiers, et qui vous disent voilà ce qu'il faut, ce qu'on garde pas, voilà. Et c'est toujours les mêmes. Ils ont toujours un rapport avec la famille Tripointé, ou en rapport direct ou indirect avec l'État imposteur d'Israël, systématiquement. Franc-maçonnerie ou l'État imposteur d'Israël, voire souvent les deux. Mais vous avez toujours ça. Puis aussi, il y a la haute finance, évidemment. Et il y a aussi les différents lobbies, dont celui le plus connu, les lobbies pharmaceutiques, évidemment. Tous ces gens-là, c'est eux qui filtrent en fonction de leur intérêt. Voilà. Par exemple, vous voulez faire un film sur un médicament qui a tué beaucoup de monde et vous voulez faire une enquête dessus, vous allez rechercher des informations, ça va vous prendre un certain temps de recherche dans les archives, etc., de témoignages, donc vous déplacez, demandez des interviews, feuilletez des articles, des ouvrages, des livres, etc. Allez chercher à droite et à gauche en fonction, en général c'est dans différents pays, ou du moins dans différents endroits dans le même pays, donc ça vous prend du temps, ça vous coûte de l'argent, et faut qu'on vous ouvre certaines archives, certaines choses, et les gens n'acceptent pas en plus de vous recevoir parce qu'ils ont des pressions. Donc au bout d'un moment, vous arriverez à rien en fait, on vous mettra des bâtons dans les roues, on vous refusera l'accès à des bibliothèques, mais même en ligne, hein, vous aurez certaines infos, mais vous n'aurez pas tout. Parfois, il faut aller directement aux archives. Donc concrètement, toucher du papier, au fait. Toucher du papier, lire des articles, etc. Et pour faire des interviews, c'est pareil, vous aurez donc des gens qui refuseront de vous parler, etc. Donc voilà, et c'est compliqué, ça demande de l'argent, du temps. Si vous n'avez pas le temps et l'argent, ou si vous n'êtes pas financé par une production, eh ben vous pourrez pas, ou ce sera marginal, ou ce sera parce que vous pouvez pas passer 6 mois de votre vie à faire que ça, en fait. Vous pouvez pas, et c'est pour ça que les maisons de production, elles financent. C'est un reportage, c'est un vrai travail avec plusieurs personnes. Ensuite, il y a du montage, etc., de vidéos, etc., audio. Et tout ça, ça prend du temps. Et les boîtes de production, elles financent à hauteur de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros. Un documentaire, hein, je parle. Hein. Ça dépend des montants. Ça ne monte pas tout le temps autant, mais parfois ça prend ça. Donc quelqu'un qui va faire que ça. Donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas le faire vous. Donc vous ne pourrez pas faire quelque chose pour dénoncer quelque chose d'important, de grave qui peut être utile. Et ben ça, voilà, vous allez proposer, vous allez faire un beau dossier qui explique bien ce que vous allez faire, ce que vous comptez faire, qui vous allez interviewer et la portée qu'elle aura votre documentaire. Donc il y a une utilité, etc. Vous allez proposer à Arte, à Canal, à je ne sais quelle chaîne du câble, etc. À Netflix par exemple. Ils vont vous regarder en fonction du sujet, ils vont vous le jeter à la poubelle, ils vont dire non, ça, chasse gardée, tu touches pas, tu fermes ta gueule. Après vous allez faire un truc, si vous arrivez avec un sujet pour faire un reportage sur un tueur en série, comme l'excellent reportage d'ailleurs qui a été fait récemment, là, Sam, le fils de Sam, sur Netflix en 4 épisodes. Bah là, vous aurez l'oseille. C'est les Américains qui l'ont fait. Bon, on aurait pu faire la même chose en France, hein, sur un autre tueur en série. Le travail d'archives, de documentation, etc. Vous pourriez le faire et vous le ferez, et on vous financerait pour le faire. On vous dirait, ok. Mais encore une fois, il y a ça.
En fonction du sujet, on vous dira oui ou non. Puis surtout, si vous avez vos entrées déjà. Si vous n'avez pas vos entrées, que ce soit la télévision, sur les plateformes de streaming, etc., la radio, etc., vous n'aurez même pas accès aux gens, aux décideurs, aux financiers pour leur proposer votre projet de documentaire et donc après de série ou de film. Vous n'aurez jamais accès à ça. Donc déjà, ils verrouillent doublement, voire triplement. Et même si vous arrivez à avoir, etc., même les financements ensuite, c'est pas sûr que vous les ayez parce qu'il y aura les gens qui vont lâcher de l'argent, ils vont regarder, ils vont dire ouais, mais ce sujet-là, il dénonce des choses voire même il dénonce des gens qui nous financent. Donc vous voyez, on rentre dans un système où c'est verrouillé de partout. Et donc à la fin, vous avez toujours la même chose. Il y a des sujets qui ne seront jamais traités, absolument jamais. Tout ça pour dire qu'au final, on sait qu'on est dirigé par des psychopathes, des fêlés, des gens dangereux. On sait que ce sont nos ennemis. C'est une question de vie ou de mort, à court ou moyen terme. Et pourtant, la plupart des gens, beaucoup, hélas, continueront à espérer quelque chose venant de ces gens-là. On sait que c'est peine perdue, il n'y a aucun espoir de sortie positive de cette affaire. Il y a deux solutions, hein, en réalité, voire qu'une seule. Il faut absolument s'opposer à eux et en refusant toutes leurs conditions. Ils veulent faire le pass sanitaire dans les lieux publics de vie en général, café, restauration, bibliothèque, cinéma. On refuse, on n'y va pas, on boycotte, c'est tout, pas compliqué. On fait des sittings, on fait des sorties, on manifeste, on sort, on montre, mais toujours en nombre. Il ne faut pas arriver avec deux personnes, ça sert absolument à rien. Il faut systématiquement sortir en nombre, tout le temps. Vous avez ce cas de figure-là, vous en avez d'autres, hein, mais il faut absolument sortir comme ça et vous dire que il n'y a que ça qui va fonctionner parce que les pétitions, en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, tout ce qui est pétition, tout ce qui est écrire à son député, faire ceci, faire cela, c'est du brassage d'air. Ils violent les lois. Vous le voyez, ils violent les lois. Donc vous pensez qu'ils vont vous écouter sur votre petite pétition en ligne, avec votre nom, votre prénom, votre adresse souvent. Ils vous fliquent encore une fois de plus parce que les pétitions, ça sert à quoi? À vous fliquer. Toutes les organisations, les ONG, les trucs comme ça, quand ils vous disent ouais, soutenez telle ou telle cause, mettez votre signature si on obtient 500 000, 100 000, 200 000, 1 million, ça va faire ci, ça va faire ça. Déjà, c'est du flicage, vous donnez différentes informations, et puis surtout à la fin, en plus, ça ne sert à rien. Donc vous êtes perdant deux fois. Je vois aucun intérêt, en plus, ils se servent de ça pour dire, voilà, il a signé ici, celui-ci, il a signé là, là, là. Ils vous font un profil idéologique, et puis ils peuvent se servir de vous, de ça à un moment ou à un autre, hein. Vous savez, en Union soviétique, quand vous étiez classé communiste, vous étiez un peu rebelle, etc., et vous aviez une croyance, si vous étiez croyant, etc., tout ça, ils le savaient sur vous, et à la fin, vous étiez dégagé, comme un malpropre, voilà. Parce qu'on disait, ils vous chassaient même, c'est-à-dire qu'ils allaient vous chercher en raison de plus par rapport à vos croyances religieuses, euh, syndicales, etc., vos croyances politiques, ils vous cataloguaient, vous avez des fiches là-dessus, ils savaient à peu près tout ça, et vous deveniez une cible quand vous correspondiez, quand vous avez certains critères qui étaient pour eux rédhibitoires. Donc c'est pareil pour ça, ils vont vous cibler. On a ce genre ce cas de figure, voilà, vous voyez le genre de truc. C'est incroyable. Alors j'ai une autre info étrange qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui me fait penser à ça. Tout à l'heure, j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un de ma famille et qui me dit qu'elle parlait avec une personne de vive voix, hein. Qu'elle parlait avec une personne de vive voix et qui lui dit, donc ils parlaient toutes les deux, elle lui dit, ouais, moi aujourd'hui je suis allé à tel endroit, telle chaîne de magasins. Et j'ai fait ça, j'ai fait ci, dans une ville que la personne en face, elle ne connaissait pas, qu'elle connaissait, mais elle n'avait jamais mis les pieds là-bas. Elle lui dit, je suis allé là-bas, à tel endroit, j'ai vu ça, c'était bien, tu devrais y aller, etc. Discussion comme ça. Le lendemain, la personne qui était en train de discuter avec l'autre personne reçoit un texto de la chaîne de magasins qui était conseillée par la première personne, qui lui mettait une promotion, venez chez nous de telle heure à telle heure, ou tel jour à tel jour, on fait une promotion de ceci, cela. Donc il y a une personne A qui donne des conseils verbalement à une personne B. Elle lui dit tu devrais aller dans tel magasin, c'est intéressant. Donc dans un magasin que la personne B ne connaissait pas. La personne A lui dit tu devrais y aller, c'est intéressant, c'est sympa. Et la personne B reçoit le lendemain sur son texto, donc ils avaient son téléphone, de la publicité faite par la personne A verbalement la veille. Vous le croyez ça ou pas? S'ils n'écoutent pas les téléphones, je ne sais pas ce qu'ils font. Ça, c'est hallucinant. C'était hier, le texto a été reçu aujourd'hui. La discussion était hier soir, pour vous dire, par rapport au moment où j'enregistre là. Est-ce que vous voyez le plan? Ils se cachent même plus, en fait. Ils nous espionnent pour tout, pour nous vendre des choses, que ce soit en positif ou en négatif. Ils font tout. Ils nous espionnent. Ils vous demandent pas votre avis. Tout ce que vous pouvez voir, là, comme le CNIL, là, soi-disant qui protège l'informatique et l'identité, tout ce qui est tout ce qui est informatique par rapport à votre vie privée informatique, etc. Là, ces grandes phrases bidons, en fait, ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. Ils disent des mots, mais ils tiennent pas compte.
Pourquoi ils en tiendraient compte? C'est tous des menteurs, des crapules. Là, vous avez eu le Conseil d'État, là, ou le Conseil de... Le Conseil, je sais même pas ce que c'est. Ça devrait même pas s'appeler comme ça. Le Conseil des crapules, en fait. C'était une certitude. Moi, j'ai jamais eu foi en ces gens. Et systématiquement, vous savez qu'ils vont se coucher devant les grosses lavettes de l'exécutif qui nous exécute, qui nous dirige, là, les crapules. Les moins que rien, là, les sous-hommes, Macron, Véreux, le Véran, le variant du mensonge et Casse-Latex et toute la compagnie et leurs faux conseils de scientifiques de médecine, je sais pas quoi, là. Des laquais qui sont payés, bourrés de conflits d'intérêts. Tous des lavettes, c'est tous des vendus. Tous des vendus. Tous. Il n'y en a pas un sans exception. C'est tous des vendus. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas. Je le redis encore. Ceux qui croient une fois à ces gens-là, vous devez vous faire vous avez été lavé, votre cerveau a été lavé. Vous avez subi un lavage de cerveau et c'est urgent de vous faire désinfecter vite, vite, vite. Parce que ça va être violent le jour où vous allez vous remettre les idées en place, vous allez comprendre le piège monstrueux dans lequel il est et donner foi à ces gens-là, c'est disqualifiant en tant qu'être humain en fait. Vous vous disqualifiez de l'humanité en donnant confiance à ces crapules-là, avec tout ce qu'on sait sur eux. Vraiment tout ce qu'on sait sur eux, vous devriez même pas. Y a pas et vous devriez avoir une matraque et vous devriez les traquer. Parce que moi dans ma tête, j'en suis là. Hein. Sauf que pour l'instant, et c'est pas le projet, c'est de ne pas utiliser la violence, absolument pas. Mais dans ma tête, j'ai une matraque et je les traque en fait. C'est une question de vie ou de mort, une matraque cloutée. Et pour moi, il vient, je le shoot en fait. C'est ça, dans ma tête, c'est ça. Donc, mais pour l'instant, on est dans la... Parce que c'est mes ennemis, ils veulent nous empoisonner en fait. Hein. C'est ça le projet, hein. Ils veulent nous empoisonner de force. Donc moi, je peux pas accepter de me dire, je vais les écouter et puis que des gens leur donnent foi. Donc il faut les dénoncer, etc. Mais voilà, vous êtes dans ce cas de figure-là et les gens, ils réagissent pas. Et ça, c'est consternant, c'est dramatique. C'est vraiment des... Donc vous avez, voilà, et vous voyez en fait, la réalité, c'est que vous savez où ils vont aller. Il n'y aura pas de surprise avec eux, ils vont se coucher systématiquement. Et on a encore les preuves aujourd'hui, encore là, avec le Conseil d'État. Les sages, ils se font appeler les sages, je crois que c'est ça, hein, les sages. Et ils se font appeler comme ça, donc c'est des vrais sages. Hein. Ils sont sages dans leur soumission, les dociles en fait. Le Conseil des dociles. Qu'est-ce qu'ils pourront, à quel niveau, jusqu'où pourront-ils se soumettre? Vont-ils creuser plus bas que la dernière fois? Vous allez le savoir après la page de pub. Voilà, soyez vigilants. Il n'y a absolument rien à espérer de leur côté, vraiment absolument rien. Et c'est inutile de se dire que peut-être dans 3 semaines, dans un mois, ils vont changer, ils vont se remettre en place. Non, c'est signé. Mais de toute façon, ça fait ouais, peut-être 1 an et demi pour les premiers quand on commençait à parler de ça. On l'avait annoncé tout de suite. Ils ont un projet et ils vont l'exécuter jusqu'au bout. La seule possibilité qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, c'est notre réaction. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué. À comprendre, c'était juste une évidence. Et on le voit maintenant, c'est prouvé par A plus B qu'ils iront jusqu'au bout, sauf si nous, comme dirait l'autre, on met le pied dans la porte. Et après, on met un grand coup d'épaule dans la porte et on les éjecte. Et on passe de l'autre côté et on se saisit de ces gens-là et on les dégage. On les dégage. Ce qui est génial surtout, et c'est ça qui est encore plus dramatique, c'est qu'ils annonçaient tout depuis longtemps. Par exemple, je prends l'exemple le plus basique, celui de Jacques Attali. Alors, je vois encore, il y a plein de gens, quand je leur parle de Jacques Attali, ils me regardent avec des gros yeux. En gros, mais pourquoi tu nous parles de ce type-là? Quel rapport? On le voit jamais, on le connaît pas. Ils le connaissent de nom, parce que forcément, cette tête de corbeau démoniaque, il a quand même une tête de corbeau démoniaque. Hein. D'ailleurs, je me demande si Attali et Attal, c'est pas des cousins, c'est la même racine. Hein. Ils ont tous les deux des origines algériennes, je suppose, parce qu'Attali, il est d'origine algérienne. Attal, il doit être aussi algérien. Ou marocain, mais c'est pareil, c'est des maghrébins. Enfin, oui, pour info, Attal et Attali, c'est deux maghrébins. Ils sont aussi maghrébins que tous les Mohamed, les Farid, les Nourdine et les Kader de France. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ce ne sont pas des Français de souche. Je donne pour info, pour que les gens comprennent bien. Toujours important de dire d'où ils parlent ces gens. Donc Attal et Attali, c'est la même clique. Et c'est marrant, parce qu'ils sont toujours à la tête de l'État. Je reviendrai sur le cas Attal plus tard, parce que cette baltringue, ce menteur, cet émasculé, j'ai des injures encore aussi pour ce genre de crapule. Mais je vais revenir sur son oncle ou son grand-père ou son cousin. Enfin, ils sont tous de la même tribu, hein, c'est des cousins. Hein. Il y a un lien de parenté, hein, c'est une évidence, c'est une certitude. Et ben ces gens, ce cher, cet oiseau de malheur, c'est le cas de le dire, lui, il est formidable. Il annonce depuis 40 ans, il dit tout, il annonce tout. Le passeport vaccinal, en fait, il l'avait déjà annoncé. Alors, il l'appelait pas comme ça, hein, mais il l'avait annoncé. Dans l'émission Temps X, il nous expliquait 1980 avec les aliens, là, les frères Bogdanov. Vous les voyez à l'époque, ils avaient des gueules potables à l'époque, 1980. C'est devenu des monstres maintenant. Et à l'époque, il nous disait tranquillement, ouais, on aura des passeports sous-cutanés, ce sera bien, ce sera l'idéal. Dans ses ouvrages aussi, il se lâche un petit peu quand même, parce que d'ailleurs, ouvrage qu'on suppose qu'il n'a jamais écrit, évidemment. Salem Laibi l'a très bien montré dans une des vidéos qui a été d'ailleurs strikée par YouTube, où il expliquait comment Jacques Attali, au vu de la fréquence de ses publications et vu toutes les tâches qu'il avait d'ordre conseiller, etc., parce il est multicasquette ce monsieur. Hein. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses et difficile de le faire en une seule vie, ne serait-ce qu'au niveau du timing.
C'est-à-dire qu'il faudrait passer 22 heures par jour sans dormir, hein, pour écrire tout ce qu'il a fait, les recherches des ouvrages qu'il a fait, parce qu'il y a des ouvrages qui citent d'autres ouvrages, donc sous-entendu qu'il aurait lu ces ouvrages. Donc il écrit un livre tous les ans, à peu près, avec, je sais pas moi, 50, 70, 80 ouvrages qui sont cités en référence dans son ouvrage, d'études ou d'ouvrages, etc., qui sont eux-mêmes assez conséquents, 200, 200, 300, 400 pages, ça dépend. Donc il est censé les avoir lus tous. Donc le mec qui fait un ouvrage tous les ans avec ses 80, 90 ouvrages, ou peut-être plus ou moins, hein, c'est énorme comme temps. Il a le temps de l'écrire, de le rédiger, de le publier. Plus il a un travail de conseiller, donc il voyage beaucoup. Et il avait d'autres encore qualifications dont je l'ai oublié. Il a tout fait, ce monsieur. Et il arrivait quand même, voilà, à faire tout ça sans. Donc il avait l'air d'avoir la forme, hein. Et je pense que c'est un mec, il doit être. Il n'avait pas des capacités humaines, il est surhumain, il ne doit pas dormir, je pense, parce que sinon il ne pourrait pas faire tout ça. Et on ne peut pas l'accuser de tracherie, de manipulation. C'est pas Botul-Henri Lévy, lui. Lui, non, il n'est pas comme ça, Jacques Attali. Et donc, ce cher Jacques Attali nous expliquait, et quand on dit aux gens, allez chercher, vous allez trouver toutes les infos, il annonçait tout ce qui se passe actuellement, je parle au niveau sanitaire. C'est génial. Et les gens comprennent toujours pas. Et ils font même pas l'effort d'aller rechercher. Et même si vous leur donnez le lien, vous leur mettez la vidéo sous les yeux, regarde ce qu'il disait 2009, 2008, 2007, 2095, 2000, 1980, etc. Puce sous-cutanée, carte d'identité numérique, carte livret de santé, pardon, numérique, monnaie numérique. Il a annoncé tout ça. Et d'autres encore, d'autres choses, d'autres joyeusetés que je ne vais pas énumérer ici, parce que le transhumanisme, etc., le eugénisme, enfin, il a tout raconté. Et les gens, vous pouvez leur montrer qu'ils n'y arrivent pas à croire. Et quand on leur dit que ce gars-là, il est conseiller de tous les présidents qui sont succédés ces 50 dernières années, quasiment, ben, il y a un blocage, ils comprennent pas. Ils se disent, bon, ben, c'est bien, mais on s'en fout, lui. Qu'est-ce que tu nous racontes? En gros, c'est ça qui se passe, parce qu'ils réagissent pas. Il n'y a pas une alarme qui s'allume chez eux. Le gars, il annonce ce qu'il va dire, il écrit des livres, et je vous parle même pas de. Quand on parle aussi du le grand reset de Klaus Schwab, quand on leur parle de ça, ils ne comprennent pas. Ils savent même pas qui est Klaus Schwab, pardon, je confondais avec Gunther, son illustre homonyme, enfin nom de famille du moins, mais pas du tout le même personnage, absolument pas, même voire aux antipodes l'un de l'autre. Klaus Schwab, Gunther Schwab, c'est celui qui écrit Danse avec le diable, qui dénonçait en particulier ce que font ces démons maintenant. Et il dénonçait dans son ouvrage magistral, La danse avec le diable, le livre, ce que fait Klaus Schwab aujourd'hui. Voilà. 60 ans avant, hein, et c'était donc voilà le même patronyme, mais deux idées totalement différentes de mentalité, de personnages aux antipodes. Comme quoi on peut être de la même famille, hein, plus ou moins proche, et être complètement différent, la preuve. Et donc, quand vous expliquez par exemple que ce genre d'ouvrage, le Grand Reset, existe, qu'il a été publié, que le gars il a des grands pouvoirs en Europe et qu'il a la possibilité de les mettre en application, puisqu'il connaît tous les gens qui comptent sur cette planète et qui ont les leviers du pouvoir, entre guillemets, pour appliquer ce qu'il souhaite faire dans son ouvrage, les gens bug, ils comprennent pas. C'est trop gros. C'est comme disait le Marshall McLuhan, je crois, j'arrive pas à prononcer son nom, qui disait seuls les plus petits secrets doivent être cachés car les grands secrets sont protégés par l'incrédulité publique. Eh ben, on y est exactement, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous savez, le grand, par exemple, pour vous donner un exemple concret, le 11 septembre, c'était tellement gros que personne n'y a cru. Quand on leur a annoncé et qu'on a prouvé la supercherie, il y a eu mille et une preuves qui ont détruit cette fadaise du 11 septembre. Les gens continuent à se dire non, mais non, c'est pas possible. C'est trop gros, c'est trop gros. Il n'y a que les petits secrets qu'on doit cacher. Parce que les petits secrets sont tangibles, sont crédibles. Un mec qui va tuer sa meuf, un homme politique ou peu importe un dirigeant, il va tuer sa femme parce qu'elle a découvert que c'était une crapule, il l'a enterré, il a caché le corps, etc. Et il a fait passer ça pour. Il a mis ça sur le dos de quelqu'un d'autre, son amant, etc. Et qui n'existait pas, il a mis tout ça sur pièce, en place, je veux dire. Et à la fin, on accuse un innocent pour ça. À la fin, on découvre ça. Ah oui, mais il le cache, hein. Les gens accepteraient ça, ça passe. C'est un complot classique, bateau, crédible. Petit complot de merde, bidon. Par contre, un mec il veut euthanasier une partie de la planète et il veut vacciner via la vaccination, et entre autres, hein, et d'autres procédés sympathiques. Et ça, c'est trop choquant. Ça, c'est pas possible, donc on peut pas l'accepter, c'est trop gros. On peut pas imaginer qu'il y ait un petit groupe d'hommes et de femmes, hein, quand je dis hommes, c'est en général, qui ont un projet terrible pour l'humanité, et ça, on peut pas l'accepter. On se dit non, c'est trop gros. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est trop compliqué ce que tu me dis là. Par contre, ils se prennent la tête pour plein de choses.
Par exemple, il y en a plein qui passent leur temps pour faire des économies à collectionner les tickets de caisse avec, vous savez, les petits bons de réduction imprimés sur les tickets de caisse. 5 € sur ça, 2 € sur ça, 50 centimes ici, 20 centimes par là. Ils les collectionnent, ils passent leur temps à réfléchir, à calculer. Il y a des dates de péremption des tickets jusqu'au moment où ils peuvent les utiliser. Et ils font tout un schmilblick pour pouvoir collectionner, renvoyer à telle adresse ou les ramener sur une carte ou je sais pas quoi. C'est super compliqué, c'est super long. C'est un travail de longue haleine pour récupérer à la fin 10 € une boîte de camembert gratuit, du biscuit, un shampoing, un cure-dent, je sais pas, enfin. Et je me dis, mais ça, il y en a, alors, c'est pas tous, heureusement, et c'est pas une grande, c'est pas un grand nombre qui fait ça, mais il y en a quand même un certain nombre. Et eux, ils se cassent la tête, hein. Ils se cassent la tête, c'est le cas de le dire, pour faire ça, pour gratter 5 € par-ci, 10 € par-là. Mais par contre, réfléchir une demi-heure sur quelque chose de vital, c'est-à-dire votre vie qui est en jeu, les conséquences à long terme de ce qui va arriver dans votre existence, et qui va mettre en place ces circonstances, et savoir quelles sont leurs intentions, ces gens qui vont mettre ça en place, non, c'est trop compliqué. Et tendre l'oreille à ce que vous dites, ça les met mal à l'aise, parce que ça leur mettrait. En fait, ce qui se passe, c'est que leur monde s'écroulerait, mais violemment, en fait. Violemment. C'est pas genre, ah mince, on s'est fait avoir, mince, on va regarder les choses différemment. Tout s'écroulerait. Il resterait plus rien. Et là, ces gens-là, ça devient des animaux une fois que tout s'écroule. Et ils savent au fond d'eux que ce qu'on leur annonce, ce qu'on leur fait entrevoir, on entrebâille une porte, ils ont un petit aperçu de ce qui se cache derrière, et ça leur plaît pas. Le bruit et l'odeur qui arrivent, c'est pas Chirac, hein, qui est derrière le bruit et l'odeur, hein, c'est juste l'envers du décor de ce monde qui commence à entrevoir quand on leur parle de ce sujet-là. Ça les violente trop. Et ils savent que ça va pas leur plaire et que ça va les choquer de manière irrémédiable. Et ils n'en veulent pas. Tout de suite, ils mettent un coup de pied, ils ferment la porte, et ils se bouchent les oreilles, et ils refusent de vous écouter. C'est ce qu'ils font en fait concrètement quand ils vous disent, ouais, tu me prends la tête, ça m'intéresse pas, j'ai trop de problèmes, je veux pas que ça à faire, etc., etc. Il y en a plein comme ça. Et donc vous connaissez sûrement tous. Je l'ai entendu 1000 fois. Tout le monde, c'est ce qui revient tout le temps, c'est ah mais toi, tu te prends trop la tête aussi, vas-y, casse-toi pas la tête, respire, vis. Voilà, ce genre de truc. Oui, tout à fait. Alors il faut bien qu'ils comprennent, les gens qui sont dans cette idéologie-là, c'est que si quelqu'un vient leur parler de quelque chose qui n'est pas joli joli, qui n'est pas agréable à entendre, mais qui est important parce que ça concerne leur vie à eux et à leur famille, à beaucoup de monde, et à une nation, et voire à l'humanité entière, si on leur parle de ces choses-là désagréables, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas parce que on kiffe pas raconter ça. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, les enjeux sont tellement graves, que c'est caché, que c'est dangereux, et que ça a des conséquences lourdes si on ne le dit pas. Donc on avertit les gens de quelque chose de violent qui se trame. On est des avertisseurs, et c'est parce on veut le bien des gens. C'est pas pour les enquiquiner ou parce qu'on kiffe le sensationnel et qu'on s'excite dessus. C'est comme si c'était une distraction. Absolument pas. Ça nous fait nous-mêmes, parce qu'on annonce ça, parce qu'on a compris, on l'a digéré, on l'a assimilé, et on a compris les enjeux qui se cachent derrière, et qu'on est les premiers à se dire on veut pas de ça parce qu'on est les premières victimes aussi. On réveille les autres aussi pour leur dire réveillez-vous parce qu'il y a quelque chose de violent qui arrive. C'est surtout ça, c'est ça qui nous motive. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre considération, ni des lauriers, ni de l'argent, ni une reconnaissance, ni des avantages, rien. Il y a juste des coups à prendre, hein, et du dénigrement, de l'insulte et de la marginalisation. C'est tout ce qu'on obtient. Ah, et l'autre il est taré, et puis il nous saoule avec ces histoires à la con là. Allez, va prendre une bière, va regarder le match de foot, va draguer les meufs, allez, va, il dort un petit peu, fais la fête, pète un coup, et fais comme nous, quoi. Prends-toi pas la tête. J'aime bien ça, prends-toi pas la tête. Fume un ouinge, ça ira bien. Ce genre de conneries. Chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Mais quand on vous dit, voilà, quand on vous ramène sur des futilités, alors que vous étiez que vous annonciez, que vous dénonciez, que vous montriez du doigt quelque chose d'important à certaines personnes de votre entourage, proche ou moins proche, et que vous recevez ça comme réponse, vous vous dites, bah, au final, c'est la violence qui, au bout d'un moment, quand vous arrivez à ce stade-là de discussion avec des gens adultes, sensés, que vous connaissez, qui vous connaissent, et que vous arrivez avec ce cas de figure-là, dans ce cas de figure-là, il n'y a aucun espoir avec eux. Il faut les laisser. C'est du bétail, voilà. Ils ont abandonné leur humanité, leur courage, et je n'irai pas au-delà. Ils ont tout abandonné, en fait. Donc, pourquoi vous allez prendre ce qu'ils ont abandonné et vous le charger sur vous? Ça vous fera un fardeau en plus, c'est tout. Donc, laissez-le. Occupez-vous, chacun d'entre nous, occupons-nous nous-mêmes de notre fardeau qui est de nous en sortir de ce qui se passe, de nous sortir de ce qui se passe à nous et nos proches. Si on arrive à faire ça, ça sera déjà énorme. Pour le reste, chacun pour sa gueule. Tu ne veux pas tu ne veux pas ouvrir les yeux sur ce que je suis en train de te dire, t'expliquer, c'est pas grave. Mais ensuite, viens pas t'accrocher à nous
quand on sera en train de monter et que toi tu seras en train de couler et que tu n'auras pas pris les devants. Assume, tu as voulu rester en tongs alors que la neige elle tombait et que les glaces elle était là, tu vas glisser, tu vas avoir froid. Nous on a préparé nos crampons et on grimpe. On n'attend pas de glisser, de tomber et de mourir de froid. On s'est équipé. Et maintenant ça va être la galère pour tout le monde, même avec notre préparation. Toi tu as voulu couler, tu as voulu en faire et tu nous as dénigré, tu nous as insulté, tout ce que tu veux. Et là, je réfléchissais, je me disais, on va arriver là en septembre à quelque chose de monumental qui va se mettre en place. C'est soit ils vont nous imposer la vaccination pour les gosses, vraiment, ils peuvent. Et je pense que c'est le projet. Et je pense qu'en fonction de ce qui va se passer juillet-août, ils vont le faire ou pas, c'est tout. C'est juste ça qui va changer les choses. Et moi, je vous le dis, je n'ai aucune preuve, rien, mais ils n'y arriveront pas parce qu'on va jamais les lâcher, jamais. Parce que moi, je pense qu'on est nombreux, on est devenus des animaux, des lions. C'est-à-dire on va mordre et on va mordre violemment. Mais il faut pas qu'on lâche. Il faut pas se faire par toutes les chèvres. Il faut pas se faire décourager par toutes les chèvres et tous les agneaux qui sont dans le coin en train de bêler dans leur coin là, en disant mais tu perds ton temps, mais reste là, mais pourquoi tu vas, mais voilà, c'est des mais. On a envie de leur mettre du foin dans la bouche, un coup de bâton dans le cul et dégage, va brouter plus loin et surtout, mais la enveilleuse. On a envie de leur dire ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur le même bateau que nous, vous savez. Et ces gens-là, ils vont brouter tout ce qu'ils peuvent brouter jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à brouter, puis là, ils vont se paniquer. Mais merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, d'ici là, si on est à côté d'eux, on coulera. On coulera, donc on va avancer. Mais on va pas, on va y arriver, quoi qu'il arrive, même avec ce genre de boulet. Et je vous dis, c'est en septembre, c'est leur projet, et je pense qu'ils vont le mettre en application. Ils ont décidé de le mettre en application, là vous le voyez, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils écoutent rien. Vous pouvez sortir à 500 000, 700 000, ils vont continuer à y aller. Le seul moment où ils arrêteront, c'est quand on les chopera dans la rue et ils verront qu'ils sont au milieu des gens et que là leur vie est en jeu et qu'il n'y a plus personne pour les protéger. Tant qu'ils seront dans leur tour doré, entre guillemets, même s'ils sont encerclés, pour eux, ils ont toujours eu l'idée de se dire on va passer entre les gouttes, on a la garantie qu'on sera intouchable. Une fois que les forces de l'ordre elles vont s'évaporer, quand elles vont se retourner, parce que c'est ce qui va se passer en fait, soit les forces de l'ordre elles lâchent l'affaire, et là, ils vont avoir le feu au cul. Et croyez-moi, dans le premier sens du terme. Ils auront le feu au cul, c'est-à-dire que ça va les chauffer vraiment, le feu aux fesses, et croyez-moi, là, ils vont se dire, aïe, on est mal. Là, ils vont se liquéfier, ils vont se parjurer, ils vont fuir comme ils peuvent pour ceux qui pourront fuir, et vous pensez bien qu'ils vont fuir dans un pays très proche, pas très loin, très proche, dans la crêperie, ils vont y aller, un état imposteur, pas très loin de la mer Rouge, vous voyez, la mer Rouge et la mer Méditerranée, il est enclavé entre les deux. C'est un état imposteur, voilà. Je ne vais pas dire son nom, je supporte plus de lire son nom. Et donc voilà, vous allez avoir ce cas de figure-là. Donc tant qu'ils auront la certitude ou ils auront l'impression qu'ils sont en sécurité avec leurs commanditaires qui leur ont garanti l'impunité, et ben ils continueront. C'est pour ça qu'ils rougissent pas, c'est pour ça qu'ils ont pas honte, c'est pour ça qu'ils continuent comme si de rien n'était. Ils savent qu'il y a un cordon de sécurité qui les protège, mais il est illusoire ce cordon de sécurité, et il va s'ébrécher dans pas longtemps. Et ça va se faire rapidement. Et ça va commencer par notre mobilisation tous les jours, matin, midi, soir, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique sur le terrain, ou sur le net, ou dans la vie de tous les jours, en annonçant les choses, en dénonçant les choses, en parlant à vos commerçants, à vos collègues, à vos amis, en dénonçant le piège et la traîtrise de ces gens. Quand les gens vont comprendre que ces gens-là sont nos ennemis, là, ça sera très grave, et ça sera très important pour nous, et là, le bascule, elle sera là. Tant qu'ils n'ont pas encore compris que c'est leurs ennemis qui sont en face de nous, tous, hein, tous les conseillers, tous les spécialistes de mon cul là qui viennent, ah, je suis spécialiste de mon doigt de pied, je suis spécialiste du carreau sur place, je suis spécialiste de l'ongle incarné, toutes ces choses-là, tous ces gens-là qui viennent vous parler, ouais, moi je vais vous dire, il faut confiner, reconfiner, déconfiner, il faut vacciner, il faut dévacciner, il faut entuber, pardon, entuber, il faut enfermer, etc. Tous ces gens-là. Le moment venu, ils vont fondre comme neige au soleil, sur place. Ils n'existeront plus. Mais pour l'instant, ils ont encore la part belle. Ils pensent qu'ils sont là, ils sont forts, ils sont puissants dans leur studio de télé avec leur maquilleuse, leur petit chauffeur taxi privé qui les emmène de chez eux au studio. Ils ne se mélangent pas avec la foule. Donc ils sont dans une bulle, en fait. Mais cette bulle, elle va éclater, elle va leur éclater à la gueule. Ils vont comprendre qu'il n'y aura plus d'air climatisé. Ils vont sentir la chaleur de la foule. Là, ils vont flipper. Là, ils vont se chier dessus. Ils vont choper la colique en 3 secondes. Des lavettes. Des lavettes. C'est vraiment des lavettes, hein. Et donc voilà, et par contre, il faudra vraiment être très intelligent, hein. Toujours encore une fois, dans le calme le plus absolu, et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est tout. Le reste, si on applique tout ça, le reste, ça va couler tout seul, et ils pourront rien faire. Et le dernier souci, le dernier problème, c'est que si les gens, si le fait que ce qu'on est en train de, ce que je dis et ce que d'autres disent évidemment, ne se met pas en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement de foule, il y aura pas, ça marche pas, et que eux donc vont continuer leur roue libre d'avancement, jusqu'au bout aussi, hein, jusqu'au bout. Refuser les enfants à l'école, vaccination obligatoire à l'école, ok, passe sanitaire à l'école. Vous avez un gamin, il doit aller 5 fois par jour à l'école, donc 3 tests de PCR, 50 euros le test, 150 euros par semaine, x 4, ça vous fait 600 euros. 600 euros, vous allez sortir pour un gamin.
Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le faites vacciner. Donc, hors de question. Ça, c'est une guerre aussi. Donc, à ce moment-là, école à la maison. Ils veulent pas faire l'école à la maison, il va falloir venir me chercher. Moi, j'en suis arrivé là. École à la maison. S'il faut mettre tous mes gamins à l'école à la maison, école à la maison, pas de problème. Ils étudieront comme ils peuvent, mais ils étudieront. Ils lâcheront pas les études pour autant. Et croyez-moi qu'ils n'auront pas se faire vacciner, ni empoisonner, pas tester. Et en plus, ils n'auront pas le masque. Ce masque de merde. Ah mince, j'ai dit ça à haute voix. Mince, AstraZenecus, Chaussé-Oman, Gadlou Akbar, excusez-moi. C'est pour YouTube et la censure. Je suis obligé de dire ça parce que vous savez, on est dans un état de droit, mais on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Et encore particulier notre état de santé, notre humeur, etc. État de droit, mais tes états d'âme, tu te les gardes bien profonds. D'ailleurs, il n'y a pas d'âme, elle n'existe pas. État laïque, athée, maçonnique, et gangréné jusqu'à l'os de ce nihilisme de la pensée et de la création. Il n'y a rien qui a été créé, tout est le fruit du hasard. Sauf les virus, ils mutent, ils transforment. Ce sont des êtres vivants qui mutent et qui se transforment et qui nous attaquent. Ça existe. Par contre, tout le reste, c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas un système immunitaire qui existe. Les cellules, elles sont créées toutes seules, magnifiques, des milliards d'opérations qui doivent se succéder de manière très très précise. Et sinon, il n'y a pas de vie. Bah, eux aussi, le hasard. Donc vous avez des gens qui nient le hasard, qui nient la création, mais qui en parallèle s'occupent de votre création, c'est-à-dire qui s'occupent de votre santé et qui vous disent quoi faire ou ne pas faire pour vous protéger, alors qu'ils ont passé les 100 dernières années à tuer l'humanité entière, à l'empoisonner, alcool, tabac, cigarettes, produits chimiques, dans l'alimentation. Je parle même pas des chemtrails, c'est pas la peine, j'en parle pas, non, j'en parle pas, c'est inutile. Ils ont mis de la saleté partout, partout. Ils ont gazé, tué, broyé des poussins pendant des décennies. Et aujourd'hui, par exemple, je vous donne des exemples de cette société occidentale moderne qui fait des vaccins, qui soignent les gens. Ils ont jamais respecté les animaux. Ils les ont rendus pire que des êtres vivants, pire que des excréments, ils les ont jamais respectés. Et ils nous vendaient des animaux malades, estropiés, ils les massacraient en masse, et ils nous les vendaient, ils étaient malades, et ils nous empoisonnaient nous-mêmes comme ça, en nous culpabilisant, en nous disant vous voulez manger bien, alors attention maintenant, faut pas manger de la merde. C'est eux qui nous vendaient cette merde. Ils nous disaient non, 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 faut arrêter, vous allez vous rendre malade. C'est eux qui nous ont rendus malades. Ils ont mis tout un tas de sucre, de sel, de produits chimiques, comment on appelle ça là, des produits, j'ai oublié tous les noms qu'ils rajoutaient, vous savez, les colorants, les additifs, tous les produits dans l'agroalimentaire pour nous déglinguer. Et à la fin, ils nous disent ouais, mais vous avez, vous êtes malade et tout, c'est pas cool. Il va falloir manger bio. Ils créent une filiale bio. C'est eux qui l'a créé, la filiale bio, qui n'est pas vraiment un bio en réalité. Et grâce à ça, ils vous le vendent plus cher pour vous vendre de la merde pareil. Et ils vous font culpabiliser. Ensuite, ils vous disent mais oui, mais là, ça va pas. Mange 5 fruits et légumes par jour. Ils vous ont rendu les fruits et légumes tellement chers que même avec la meilleure volonté, vous ne pourrez pas vous payer ces 5 fruits et légumes par jour. C'est impossible. Et puis, c'est basé sur du vent. C'est eux qui disent ça. Mais ils continuent à vous sortir des trucs comme ça. Puis ils vous font des taxes écologiques parce qu'ils ont détruit la terre, etc., etc. Ils ont créé des tas et des tas de produits pour vous flinguer la santé. Et à la fin et je parle pas des scandales sanitaires, ils ont payé des médecins, des études pour cacher la nocivité. Je parle même pas du tabac. Comment ils ont entubé tout le monde, ils ont tué tout le monde. C'est pas toxique, c'est pas additif. Ils ont mis tous les produits chimiques qu'ils pouvaient mettre dedans. Et à la fin, ils vous disent non, mais c'est pas chimique, c'est pas toxique. Ils ont payé tout le monde pour que tout le monde ferme sa gueule. Les études, ils les ont payées, etc. À la fin, ça fait un scandale. Il y a un film magnifique qui s'appelle Révélation avec Al Pacino et je crois que c'est Russell Crowe qui joue dedans aussi. Je crois que c'est Russell Crowe et Al Pacino qui joue dedans. Ouais, ça doit être ça. Russell Crowe, c'est l'acteur australien qui a toujours la dalle. Il a les crocs. Vanne à 2 balles, vanne gratuite, vanne du Covid. Je fais ce que je peux, hein. C'est de la fatigue du Covid. On a des blagues pourries. Bref, vous pouvez me jeter des cailloux si vous voulez, c'est pas un souci. Donc bref, donc ce film magnifique, magnifique. Il dénonce, et je pense que la vérité est encore plus horrible, leur crapulerie, leurs mensonges, etc., leur connivence entre eux, entre État et lobby, en fait, pour empoisonner l'humanité. Voilà, pour vous dire, le tabac, hein, c'est la plus grosse industrie mortifère du monde. Ils ont mis tous les produits chimiques qu'ils pouvaient mettre dedans, et ils ont réussi à vous vendre du poison. C'est quand même impressionnant, hein. Et maintenant, ça se vend encore, hein. Il y a plein de gens qui fument, ça choque personne, c'est normal. C'est normal. Et puis, mieux que ça, ils vous ont fait payer plus cher les tabacs. C'est magnifique. Ils vous disent, oui, c'est pour votre santé. 10 euros le paquet. Je parle pour la France, hein. Les Anglais, ils sont partis, là, ils doivent être 15 ou 20 euros l'équivalent par rapport à leur livre sterling. Ils sont à 15 ou 20 euros le paquet de cigarettes, quoi. Moi, j'y étais allé en 90. La première fois que je suis allé en Angleterre, c'était en 98, je crois, ou 97. À l'époque, malheureusement, j'avais cette sale manie de fumer. Donc, je fumais et j'avais acheté un paquet de cigarettes et à l'époque, il était déjà 50 balles. C'est en francs. Enfin, j'avais des francs, je les ai changés. Et je crois que je l'ai payé 50 balles. Sachant qu'à l'époque, en francs, le paquet coûtait 20 francs, ou 15 francs. Paquet de 20, hein, je parle. Paquet de 20 Marlboro, 15 francs ou 20 francs, je crois. Et je l'avais payé 50 balles là-bas, ou 55 francs, un truc comme ça. Pour vous faire simple, en gros, 20 balles, c'est 3 euros ici, maintenant, mais bon, avec le pouvoir d'achat à 25 ans, ça a dû augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, j'ai dû lui payer l'équivalent en France 4 euros. Et quand je suis allé l'acheter là-bas à 50 euros, ça fait quoi? Ça faisait 7-8 euros à l'époque, peut-être. Quelque chose comme ça.
8 euros à l'époque, c'était en 97, c'est pour vous dire. Ça veut dire que maintenant, ouais, il doit être à 20 euros le paquet en Angleterre, le paquet de Marlboro. Tout ça, ça va à l'État, les taxes. C'est pas pour votre santé. Tant qu'il y a moyen de gratter un petit billet sur votre gueule, ils le font. Comment aujourd'hui, donc avec le tabac, avec les alcools, c'est violent. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la nocivité de l'alcool? Et nous, on a un mélange, c'est tabac-alcool. Tabac-alcool. C'est la norme. C'est la norme. Alors, ils disent fumer ou buvez avec modération. Et mourir avec modération aussi, non? Voilà. Je ne parle même pas des drames familiaux qui se passent pour les médicaments, pas pour les médicaments, pour l'alcool. L'alcoolisme, il n'y a rien de pire pour détruire une famille, détruire une société. Il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, vous le voyez, la plupart des problèmes, des crimes et des homicides, souvent, quand vous avez quelqu'un qui se bat, et puis après coup de couteau, c'est souvent de l'alcool, hein. Ou des chutes, ou des accidents. Je parle même pas des accidents de la route, des accidents domestiques. Moi, j'ai souvenir, hein, j'étais petit, pour vous dire, le premier souvenir, la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui est mort dans mon entourage, c'était un voisin qui habitait dans le même immeuble que moi. Il était tellement torché, il est tombé des escaliers, il montait chez lui, et il est tombé des escaliers, il s'est tapé le crâne contre la marche d'escalier. Il y avait une flaque de sang quand je suis arrivé, j'étais petit, hein. Dans les années 80, j'ai été choqué par cette trace de sang. L'ambulance qui est arrivée, ils l'ont ramené et il est mort. Voilà, c'était ce qui s'était passé. Tellement il était ivre, il était torché, il avait une femme et des gosses, hein, des gamins qui avaient mon âge et tout. Et donc voilà pour vous dire, voilà, ça c'est tout le monde. Je suis sûr que si on interroge quelqu'un, entre vous qui écoutez, ou n'importe qui dans votre entourage, vous interrogez les gens. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est mort directement ou indirectement de l'alcool? Quand je dis directement, c'est forcément la maladie ou voilà, ou qu'il a fait quelque chose ensuite parce qu'il était sous état d'alcool, ou qu'il a et quelqu'un qui est mort indirectement en alcool, c'est-à-dire qu'il a provoqué la mort, des crimes, ou il a disloqué des familles, ou il a fait des choses qui ont provoqué des choses graves à cause de l'alcool. L'endettement, par exemple, parce que vous savez que c'est un endettement monumental, l'alcool. C'est monumental. C'est-à-dire que le gars qui va picoler, même s'il ne va pas au bistrot mais qu'il achète ses boissons, c'est 50, 100, 200, 300 euros par mois. Entre les alcools forts et réguliers. Vous achetez une bouteille de whisky, c'est, je sais pas, 40 euros en moyenne, 50 euros, peut-être comme ça. Il y a d'autres alcools, c'est le tarif, hein. Si vous achetez une bouteille de pinard dégueulasse, 3-4 euros, ok. Même moins cher pour les cubis, vous arrivez. Bref, après vous avez les bières, 7, 8, 10 euros. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais ça dépend. C'est pas un paquet, c'est pas un pack qu'on utilise dans le mois, c'est 7, 8, 10 packs, ça dépend si vous recevez des amis, etc. Et à la fin, puis les bouteilles de blanc, les bouteilles de rosé, 2-3 bouteilles d'alcool fort, à la fin, c'est 300 euros de budget. Je vous parle même pas des petits coups de canon qu'on va boire dehors. Quand vous allez au bar, c'est 5 euros le verre, 6 euros, 3 euros, ça dépend de l'alcool, ça dépend de la quantité. À la fin, ça fait de l'oseille. Et l'oseille, il faut le sortir. Et quand vous êtes dans un état d'alcoolique, le travail, vous l'assurez pas super bien. Vous êtes claqué, vous dormez pas bien, vous vous assurez mal. En général, ils finissent par perdre leur job, tous ces gens-là, etc. Et ensuite, il y a la maladie qui arrive. Des fois, elle arrive très vite, vous voyez. Puis vous tabassez, il y a des embrouilles, des bastons, des blessures, et les dents qui se déchaussent. Vous avez plein de problèmes, etc. Prise de poids, perte de poids, stress. Et puis voilà, les gamins, il y a des violences qui se font dans les familles à cause de l'alcool. Tout le monde le sait, ça. La plupart des histoires où il y avait toujours une histoire de pochetron, le pochetron du coin, ils sont morts de cirrhose, ils sont morts de cancer pour beaucoup, hommes comme femmes d'ailleurs, mais souvent des hommes malheureusement, etc., etc. Tout ça, c'est l'État, il est où par rapport à tout ça? Qui a mis en place ça? Qui l'a maintenu? Ils se font des coronesses en argent, là, en or là-dessus. Le tabac, l'alcool, deux choses très nocives, elles sont toujours maintenues et l'État se nourrit de ça. Donc vous voyez que la chose est violente, qu'on nous cache vraiment quelque chose. Ils n'ont aucun intérêt à nous soigner. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils nous maintiennent le plus longtemps en vie, mais de sorte à ce que nous soyons quand même suffisamment malades pour dépenser et dans les addictions et dans les médicaments. C'est ça l'intérêt. On est des vaches qu'on est en train de traire et on nous maintient artificiellement à vie le plus longtemps possible. Mais c'est pas le but de nous sauver. C'est comment on peut les utiliser suffisamment longtemps pour qu'ils travaillent pour nous pour pas cher, pas cher, enfin, pour gratter au maximum eux, parce que l'argent c'est eux qui l'ont créé, hein. Donc c'est pas l'argent qui les intéresse. L'argent c'est le liant, c'est le piège qui nous tient entre nous humains, c'est tout. Eux, ils ont trouvé un artifice pour nous piéger. Mais s'ils veulent milliardaires, ils seraient milliardaires. C'est pas l'argent qui les intéresse. C'est notre soumission, notre esclavagisme. Ils ont besoin de ça. Et ça dépasse l'humain, tout simplement. Parce que ça, c'est ce point de vue où les gens vont dire, oui, mais qu'ils ont à foutre d'avoir des esclaves pour eux, ces gens-là. Et ils veulent s'amuser, faire ce qu'ils veulent. Et puis, ouais, c'est bien que les gens travaillent pour eux. Mais ils s'en foutent un petit peu que toute l'humanité soit comme ça tant qu'ils arrivent. S'ils ont tout l'argent qu'ils veulent, c'est bien. Pour eux, ça s'arrête là, leur truc. En fait, ça va au-delà de ça. Eux, c'est l'acquet humain qu'on voit et qui nous asservissent avec ses lois, avec tout ce qui se met en place depuis toujours. Et là, maintenant, ça s'aggrave avec cette fameuse crise, cette pandémie, je mets des guillemets, hein, évidemment, qui se met en place de manière de plus en plus violente. Tout ça, pour eux, ils se disent, bah voilà, ça s'arrête, c'est des points de vue humains. C'est pas que ça, absolument pas. Sinon, ça n'aurait pas de logique.
Ça va pas il y a quelque chose d'autre qui passe au-dessus du matériel, et j'en ai parlé 1000 fois, mais je vais pas en reparler ici. Mais tant que vous resterez bloqué à votre point de vue terre à terre sur les motivations des gens, vous ne comprendrez jamais. Ce sera un serpent qui se mord la queue, vous allez tourner en rond pendant 1000 ans. Et vous n'en sortirez pas. Et à la fin, vous serez tous soumis, vaccinés, tatoués et probablement décédés dans d'atroces souffrances. Ou si c'est pas vous, c'est des gens de votre entourage qui auront subi ça. Et à la fin, vous deviendrez des esclaves parce que on sera trop peu nombreux pour lutter contre ça et on viendra nous chercher de force. Plus on sera nombreux, moins ils pourront. Et plus on sera éveillé. Donc il faut dénoncer leurs crimes, leurs comportements. Il faut rappeler tous les crimes qu'ils ont faits, qui vont dans ce sens-là. Donc les gens maintenant qui sont en train de dormir en se disant ouais ils nous veulent du bien, c'est parce que c'est normal, on est en train de mourir et l'intérêt de l'humanité compte pour eux plus que quoi que ce soit. Là vous êtes mal, très très mal. Parce que l'historique de leur comportement, il va à l'encontre de l'intérêt de la santé des gens. Ils l'ont pas caché, ils l'ont même jamais caché. Jamais caché. Donc voilà, c'est comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs, qui expliquait tant qu'on fabrique des armes, tant qu'on fabrique des munitions, c'est qu'on prévoit qu'il y ait la guerre. C'est pas pour le fun qu'on prévoit des armes, etc. Surtout en grande quantité. Et on fabrique des armes tout le temps, perpétuellement. Il va bien falloir, c'est bien pour les vendre et pour les utiliser. C'est un indice suffisamment clair. On fabrique des médicaments, et pour fabriquer des médicaments, il faut des maladies. Et donc, maladie, médicament égale maladie humaine, traitement, vaccination, emprisonnement, c'est-à-dire, voilà, pour votre bien, évidemment, on vous met en quarantaine, machin, mon cul, en cinquantaine, en vitaine, c'est-à-dire toute la vie, vous serez en quarantaine. Voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer, hein. Et vous avez suffisamment d'avertissements, parce qu'ils ne s'en cachent pas, dans des dizaines de films de science-fiction, d'anticipation, qui parlent de ça, dans des ouvrages, ils traitent ces sujets-là. Il y en a plein, plein. Je vais juste vous conseiller un film. Ça n'a pas forcément un rapport direct avec ce qui se passe, mais il est très intéressant. Alors le gars qui l'a réalisé, il s'appelle Alex Proya, et le film c'est Dark City. Mais c'est pour vous dire au niveau de l'enfumage, de la manipulation. Alors le gars, il est du côté obscur de la force, le réalisateur Alex Proya. Il est très louche, mais le film en lui-même, il est intéressant à regarder. Bon, il date de 98, l'esthétique elle est assez sombre. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, ne le regardez pas, vous allez être déprimé, hein. C'est sombre, sombre. Même la lumière, l'image, hein, je parle là. Déjà en elle-même, et l'histoire, elle n'est pas mieux. Mais elle est très intéressante. Dark City, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille. Très, très intéressant. Il y en a un autre très intéressant que vous connaissez aussi sûrement. Truman Show, il est excellent et il résume très très bien notre société et ce que ça pourrait être. Et pourtant, il date de 1998, ce film aussi. Très intéressant. Je vous en conseille encore d'autres, j'en ai déjà parlé encore une fois, mais je vous le reconseille, c'est Minority Report de Tom Cruise, avec Tom Cruise, pardon, et de Steven Spielberg. Bon, à la limite, Spielberg, on s'en bat les reins de ce gars parce que c'est un usurpateur au niveau artistique. C'est même pas lui qui écrit la plupart des scénarios. Il les prend, il les pompe, il les adapte. Bref, l'intérêt de ce film-là, c'est que c'est une société futuriste pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est basé sur le livre de Philippe K. Dick, Minority Report, qui est juste monumental, cet ouvrage. Minority Report, c'est une nouvelle en fait, c'est pas un ouvrage en fait, c'est une nouvelle extraite donc de Philippe K. Dick, K, le lettre K, qui était un type qui était vraiment bercé, il était sous psychotrope, il était à la fin, il parlait avec des entités en fait, il était complètement fou. Il a viré la carafe, il a toujours été plus ou moins perché, mais à la fin c'était fini. Mais il a écrit ses ouvrages, la plupart sous substance. Donc il n'était pas dans un état normal, il avait des informations qui venaient d'ailleurs, voilà, tout simplement. Et pour beaucoup, elles sont en train de se réaliser. Et dans Minority Report, il y a des choses très intéressantes qui vont se mettre en place, pas toutes, mais en partie. Il y en a certaines qui commencent déjà à être là et qui commencent à être visibles. Donc je vous conseille Minority Report, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Très intéressant. Il y en aura encore d'autres que je pourrais vous citer, mais là pour le coup, je ne vais vais pas être barbant à rajouter des références. Mais voilà, c'est des films assez modernes et qui vont vous parler relativement bien. Voilà, qui vous donnent quelques infos. Évidemment, je ne parle pas des Matrix, hein. Je parle pas de Matrix, je parle pas de Bienvenue à Gattaca, tout ça, tous ces films-là. Il y en a encore plein d'autres. Donc voilà, donc on arrive à quelque chose, donc on est à la croisée des chemins, comme je le disais déjà, mais là on voit clairement, on avait un espèce de marasme, on se disait est-ce que le gouvernement essaie de diriger le bateau pour les naïfs, hein, je dis ça, est-ce qu'ils essaient de diriger le bateau proprement comme ils peuvent malgré la tempête de la pandémie mondiale, et que bon, ils sont pas très doués, on n'a pas les plus les plus grandes, on n'a pas les plus grands génies de la nation à la tête du pays, sauf que ils font comme ils peuvent, donc on comprend qu'ils disent blanc, un jour ils disent noir, ils galèrent et c'est une situation exceptionnelle. Ça c'est pour les naïfs qui leur mettent, qui les dédouanent de leur réglementation, de leur trahison.
Après, il y a ceux qu'il faut qu'ils comprennent que ces gens-là sont nos ennemis. Et quand vous allez comprendre ça, quand vous allez vraiment comprendre ça, je vous dis, c'est le déclic qui va tout déclencher. Donc je le répète encore pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas mon discours et pour ceux qui le découvriraient, les dirigeants de ce gouvernement de ce pays sont nos ennemis, c'est eux nos ennemis. Au même titre qu'à l'époque où il y avait la vague de terrorisme, d'ailleurs vous avez vu qu'elle s'est calmée, la vague de terrorisme islamique, hein, je parle. D'ailleurs en septembre, je vous annonce tout de suite, il y en aura un, à un moment ou un autre. Fin août, début septembre, il va y avoir un attentat islamiste ou d'extrême droite ou un mix des deux. C'est un barbu identitaire qui va mettre un... Et il va utiliser l'informatique. Peut-être un mix des trois, vous voyez. Un truc hybride, 2.30 x 4 divisé par 2 égale la tête à Macron. Un truc tout chelou, parce qu'ils ont de la suite dans les idées. Ils innovent dans leur débilerie. Alors on sait ce qu'ils vont faire, mais ils sont originaux. Ils trouvent un truc sympathique. On peut pas leur enlever ça, ces crapules, et leur conseiller. Donc ils vont pas lâcher l'affaire. Ça me rappelle donc le terrorisme islamique, appelez-le comme vous voulez, c'est une escroquerie tout ça aussi. Ils nous disent, voilà, il y a pendant un certain temps, ils continuent à nous mettre des attentats terroristes tout le temps, tout le temps, tout le temps. La plupart des gens ne comprennent pas, ils disent oui, ça existe. Et en réalité, en fait, très rapidement, vous comprenez qu'en fait, euh, c'est les dirigeants qui les commanditent contre nous, qui les utilisent, qui les manipulent pour nous ramener dans le droit chemin et pour imposer leur dictature, enfin, les contrôles, l'état d'urgence, le flicage des gens. Ça a servi à ça. On a mis beaucoup de choses en place grâce à ça. Et aujourd'hui, on a un outil très développé au niveau de la surveillance générale et ça s'est accéléré depuis 1 an et demi. Donc c'est toujours dans le même objectif. Comment on appelle ça? À qui profite le crime? Et ben vous le voyez, c'est toujours dans ce sens-là. C'est jamais à l'intérêt du peuple, jamais, jamais. Et donc ils utilisent ça. Et à un moment donné, très rapidement, moi j'ai compris, j'avais pas peur des terroristes, moi. Dès le début, quand ils nous parlaient des terrorismes islamiques, j'avais pas peur d'eux, j'avais pas peur des terroristes. Moi, c'était mon gouvernement qui me faisait peur. Ah, j'ai tout de suite dit, moi, ceux qui me font plus peur, c'est les dirigeants de ce pays. Parce que c'est eux qui peuvent nous tuer gratuitement comme ça pour un oui, pour un non. Ils peuvent le faire très facilement. Ils n'ont aucun problème pour le faire. Ils l'ont déjà fait à maintes fois par le passé. Et des gens connus, des gens que vous ne connaissez pas, des anonymes, des gens qui gênaient. Il y en a plein. Je suis sûr que vous cherchez un peu dans votre mémoire, vous cherchez un petit peu des gens qui sont morts un peu, qui gênent un peu, plus ou moins bien, et vous pouvez les mettre dans la liste. C'est une certitude, hein. Ils ont tellement de possibilités de tuer des gens, tellement, et qui vont se gêner. Donc voilà, moi à l'époque, j'avais pas peur des attentats terroristes, j'avais peur de mon gouvernement. Et aujourd'hui, on est dans ce cas de figure, mais là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que notre ennemi, c'est pas la finance, c'est pas l'autre baltringue de Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage, il n'a pas de pays. Oui, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Par contre, toi, t'as bien la langue dans ta poche, hein, tu fermes bien ta gueule, Hollande. Ton ennemi, c'est personne, ton ennemi, toi, c'est toi-même, et ton ennemi, en fait, c'est nous. Toi, Hollande, et toute la clique de macroniens et de sarkoziens et de qui on veut macroniens et tout ce que je sais pas quel autre président qui ont se sont succédés dans ce pays, ce sont eux nos ennemis. Ces dirigeants travaillent contre nous. Et maintenant, c'est là où il va falloir que les gens le comprennent. Et le déclic, il va avoir lieu là. Le 15 mars, le 15 août, les routiers annoncent une grève générale. Ça va saigner, chers amis, ça va saigner. Parce que s'ils se mettent en place, après, ils attendent la décadence, ils attendent le bordel, ils attendent les ruptures de stock, ils attendent les paniques, etc. Pour mieux encore nous rendre fous, en fait. C'était ce que disait Macron et son maître à penser, l'infâme corbeau des ténèbres, Jacques Attali. Jacques Attali, oui, effectivement, ce démon sur pattes, cet oiseau de mauvais augure qui disait oui, il y aura une révolution avant 2022, il s'est amusé à le dire. Il raconte des. C'est Nostradamus, l'autre. C'était l'autre kabbaliste de Saint-Rémy de Provence. C'était un kabbaliste, hein, c'était un juif kabbaliste, hein. Alors il s'est déguisé en chrétien, ce que vous voulez, hein. C'était un juif kabbaliste qui parlait avec des entités, qui faisait ses quatrains, là, il racontait ses prophéties de Nostradamus, Michel de Notre-Dame. J'oublie son vrai nom, parce qu'on peut trouver son nom, j'oublie son nom, mais il se fait appeler Nostradamus, bref. Lui, il annonçait des choses qui allaient arriver, plus ou moins à notre époque, hein, souvent. L'écroulement de la Suisse, un tsunami géant. Il annonçait même la mort du pape, et je crois qu'ils ont réussi à trouver, enfin à faire dire qu'il avait annoncé l'écroulement des Twin Towers. Enfin, tout un tas de conneries démoniaques, enfin bref. Donc, Attali, c'est le même. Il nous annonce des trucs comme ça, et il nous dit gentiment, comme ça, comme si de rien n'était, dans sa boule de cristal toute dégueulasse, ouais, il y aura une révolution en France avant 2022. Et aussi, je sais qui va gagner les élections présidentielles de 2017. Et il a dit, je connais même celle qui va lui succéder. Il a l'art de la formule, lui, pour vous dire, voilà, ça va être une femme. Et il vous dit ça comme si de rien n'était. Et on se dit, mais d'où il tient ça, celui-ci? D'où il tient ça? Il sait qu'il va y avoir une révolution et il sait que ce sera une femme en 2022. D'où il tient ça? Est-ce que c'est du bluff ou c'est quoi? Ils jouent à un jeu malsain, ces gens-là. Et ils jouent à vous inciter à réagir comme eux veulent que vous réagissiez. Donc ils ont incité, il a fait en sorte de dire ça, c'est pas le fruit du hasard.
Et ils ont tout mis en place avec leurs différentes restrictions et leurs différents décrets là qu'ils mettent en place depuis quelques semaines pour arriver à ce qu'ils veulent, une révolution avant 2022. Voilà. Et ils vous disent, il y aura peut-être aussi une femme présidente. Comme ça, vous, dans votre tête, au fond de vous, vous dites, bah ouais, ils vont nous présenter deux, trois candidates, puis on va vous dire, ouais, Attali, il a dit que c'était une femme, peut-être. Ah bah ouais, puis de toute façon, on veut plus des mecs, c'est tous des escrocs, Macron. Ils vont vous ressortir toute la raclure que vous détestez, et il y aura deux, trois femmes qui seront à peu près neutres, et bah vous allez voter pour elles. Alors, en fait, ils vous conditionnent à aller dans le sens où eux, ils veulent. Alors que c'est juste des mots. Ils vous disent, voilà, ce serait. En gros, ils vous donnent une liste de souhaits, ils vous la répètent, et ils attendent juste que vous en mis dans le panneau en disant, ouais, bah c'est ce qui. Voilà, il a annoncé, c'est que ça va arriver. En fait, c'est leur souhait et c'est vous qui les rendez réels. Voilà. Donc, on va pas leur rendre réalité. On va faire une révolution, mais pacifique. Pacifique. Je vous promets, ça va se passer tout seul. Il faut juste être intelligent et pas tomber dans le panneau, c'est tout. Et être solidaire, solidaire. Vacciné, pas vacciné, tous ensemble. On est tous sur le même bateau. Moi, je connais des vaccinés dans mon entourage professionnel et ils sont dégoûtés. Dégoûtés. Ils sont écœurés. J'en connais plusieurs. Ils sont dégoûtés entre les gens que je connais, qui ne sont pas mes collègues de travail, mais des gens que je croise dans la vraie vie et qui sont aussi vaccinés, et d'autres que je croise comme ça, et mes collègues de travail pour certains, je vous promets, ils sont écœurés, ils ont envie de vomir. Ils comprennent ce qui se passe, ils sont en train de se réveiller, même pour eux, c'est violent. Hein. C'est vraiment violent. Donc voilà, soyez vigilants et lâchez pas l'affaire et soutenons-nous les uns les autres. Tous autant que nous sommes. On s'en fout des religions, des origines, ni de partis politiques, ni ceci, ni cela, rien du tout, que dalle. Vous avez des enfants, vous êtes vivants, vous êtes des humains, vous voulez la paix, la santé, vous voulez vivre le mieux possible et le plus longtemps possible, alors on est tous solidaires, on a tous le même projet. Il n'y a aucune raison qu'on ne se comprenne pas et qu'on n'aille pas dans le même sens. Il y a un diviseur au-dessus, sachant que diviseur, celui qui divise, c'est la définition de Satan, c'est celui qui divise. Voilà. Il y a un diviseur au-dessus, les alliés de Satan, c'est eux, le gouvernement, l'exécutif, les exécuteurs, ceux qui veulent nous exécuter. Comme je le dis, nous sommes le contrat et eux, c'est les exécutants. Il y a un contrat qui est sur notre tête. On va pas les laisser faire ce contrat, on va se tenir, on va serrer les coudes et on va y arriver, quoi qu'il advienne. Et je vous croyez-moi qu'on va sortir largement victorieux de ce qui se met en place actuellement. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que je n'ai pas inquiété ou stressé les gens. J'espère, c'est pas mon but. L'idée, c'est quand même d'être positif dans ce qui nous arrive, parce qu'on peut être que positif. Si on chiale, on va mourir, on va se prendre, on va être dégoûté. Et c'est pas le projet. Et moi, c'est pas mon but, et je pense que vous non plus. Donc on va être positif, on va continuer à essayer de sourire, on va essayer de pas lâcher l'affaire, et on va regarder les choses du bon côté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc sur ce, passez une bonne journée, bon courage à vous tous, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui avancent, ceux qui sauvent des vies, ceux qui font à manger, ceux qui nettoient les rues, ceux qui soignent les gens, ceux qui surveillent les gens, la police, etc. Peu importe ce que vous faites, on est tous ensemble et on avancera tous dans le même but. À très bientôt et que Dieu vous garde.